Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live stream du 1er mai. On se retrouve une fois de plus de manière virtuelle, mais aussi il y aura également des actions réelles pour cette fête du travail. On vous racontera ça tout au cours de cette heure d'émission qui vous est proposée par l'Union syndicale suisse avec ce slogan: pour un nouveau départ social. On va voir tout ce que cela recouvre avec des invités de marque: Simonetta Sommaruga, la conseillère fédérale, Pierre-Yves Maillard, le président de l'USS qui est déjà avec nous, Cédric Vermouth, le coprésident du Parti socialiste suisse, Luca Vincentini, le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, et puis également quelqu'un de la CGT, Marie-Claire Cailleteau, qui est responsable du secteur de l'industrie. Mais nous célébrons donc aussi cette fête du travail de manière réelle sur le terrain, je vous le disais. Nous irons donc voir dans les différentes régions de Suisse ce qui se passe, car il se passe des choses, et oui, malgré la pluie sur certaines régions, malgré les restrictions bien sûr liées aux mesures sanitaires et dans le respect des normes en vigueur. On fera également un passage chez nos voisins français, vous l'aurez compris. Ce sera aussi l'occasion d'aborder l'épineuse question de la libéralisation du marché de l'électricité, de ses conséquences politiques et sociales. On sort petit pas par petit pas péniblement de la pandémie qui nous frappe depuis plus d'une année. Les syndicats pendant ces mois difficiles ont été utiles, plus utiles que jamais, présents pour soutenir celles et ceux que la crise frappe de plein fouet. Maintenant, il faut reconstruire. C'est pourquoi les syndicats demandent ce nouveau départ social. Dans l'heure qui vient, nous verrons ce que cela signifie. Nous entendrons notamment les revendications du personnel de vente, du personnel soignant et de celui de la logistique. Vous nous suivez sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci d'être là et joyeuse fête du travail. Nous ouvrons donc cet événement virtuel du 1er mai avec l'un des secteurs qui a été applaudi, qui a été remercié par le public lors du premier confinement. C'est le secteur du commerce de détail. Les vendeuses et les vendeurs réclament maintenant qu'on passe de la parole aux actes. Il faut revaloriser ces professions qu'on disait essentielles au moment du confinement et qui sont encore et toujours marquées par des salaires très bas, par des conditions de travail pénibles. Alors, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s'est rendue à Lausanne hier dans le cadre de cette veille de 1er mai. Elle a rencontré des vendeuses de la COP. Elle a tenu des propos très forts que je vous propose de découvrir maintenant dans ce reflet de la visite de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Le commerce détail, c'est la deuxième branche économique la plus grande de Suisse. On sait que c'est plus de 300 000 employés qui y travaillent. On a vécu des moments très difficiles pendant le Covid, même si on y est toujours. Ou ce que je relève, ou ce que, à mon avis, c'est très important, c'est qu'il faut accentuer davantage dans la formation, avoir plus de CCT dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail de toutes et tous et une vraie revalorisation des salaires pour toutes et tous. Moi, j'ai été surprise quand j'ai été engagée en fixe que mon salaire était le même à 50 ans qu'un apprenti qui finissait son apprentissage. Donc c'était le même montant et la vie n'était pas la même, les coûts n'étaient pas les mêmes à 20 ou à 50 ans. Je suis là pour dire que le métier de caissière, en fait, c'est pas simplement de passer les articles et d'encaisser de l'argent. Il y a également, et surtout en cette période de pandémie, un autre travail qu'on ne reconnaît pas beaucoup, c'est le travail émotionnel qu'on a. On a des gens qui viennent et qui nous disent « ça fait du bien de parler à quelqu'un aujourd'hui ». On a aussi des personnes qui sont peut-être plus agressives ou plus déplacées, et c'est tout un travail qu'on doit gérer. J'aimerais beaucoup que toutes ces activités qu'on fait soient mieux valorisées, notamment à travers les salaires ou de meilleures conditions de travail, parce que c'est un métier plus compliqué qu'on ne le croit. À l'occasion de la fête du travail, j'aime bien aller visiter des gens, rencontrer des gens qui sont en train de travailler. Cette année, j'ai choisi la branche de commerce de détail. C'est une grande branche avec plus de 300 000 travailleuses et travailleurs. Je les ai rencontrés aujourd'hui pour tout d'abord leur remercier parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire et très important pendant toute cette pandémie. Et je pense que leur présence et leur travail a montré à quel point ils sont importants pour nous tous et pour toute notre société. Dans la rencontre, dans les échanges que j'ai eus, j'ai appris à quel point pour les travailleuses, les travailleurs dans le commerce de détail, c'était difficile
il y avait toutes les peurs, les risques d'aller travailler. Il y avait de l'autre côté la peur, le risque de perdre le travail. Et comme il y a souvent aussi des bas revenus avec la RHT, encore d'avoir moins d'argent, et ça les a mis dans une situation extrêmement difficile. Alors dans l'échange, j'ai vu à quel point c'est important d'avoir des bonnes conditions de travail, des conditions de travail qui soient bien réglées. Les CCT, ça aide beaucoup de créer aussi de la confiance, aussi dans une pandémie. Et je pense que comme il y a aussi des situations de précarité, aussi dans cette branche, dans le commerce de détail, maintenant, après les expériences qu'on a faites pendant cette pandémie, il faut vraiment s'attaquer à améliorer ces situations, à tenir compte qu'on a besoin des travailleuses, des travailleurs dans ce domaine, mais bien sûr aussi dans beaucoup d'autres. Et cette précarisation doit s'arrêter. Ça nous a montré encore cette pandémie et il faut maintenant cette solidarité aussi pour tirer les conséquences. Je remercie aussi le travail des syndicats parce qu'aujourd'hui j'ai vu pour avoir la confiance, pour avoir le partenariat social, c'est important d'avoir des gens qui défendent aussi les droits et les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Et lors de cette fête du travail, j'aimerais remercier à tout le monde qui a participé et qui a contribué de vivre cette pandémie dans une situation de solidarité. Voilà, c'était Simonetta Sommaruga, la conseillère fédérale qui était en visite à Lausanne hier, en cette veille de 1er mai, qui est venue rencontrer des vendeuses du commerce de détail. Bonjour Pierre-Yves Maillard. Bonjour. Vous êtes président de l'Union syndicale suisse, conseiller national également. Peut-être tout de suite une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir sur à la fois ce que disaient ces vendeuses et puis les propos assez forts, notamment en faveur des CCT dans le commerce de détail de la conseillère fédérale. C'est toujours émouvant, moi je trouve, ces témoignages. D'abord les gens du terrain qui disent leur réalité avec beaucoup de pertinence et puis qui montrent à quel point vraiment aujourd'hui les métiers de contact, les métiers de présence auprès des gens ont été vécus comme essentiels. Parce que vraiment, dans cette période où les contacts se sont éteints, ceux qui restaient actifs, ceux qui restaient au front et qui restaient justement au contact des gens ont rempli un rôle encore plus important que d'habitude et ça ressortait très bien. Et puis j'ai beaucoup aussi apprécié les propos de notre conseillère fédérale, Simonetta Sommaruga, qui relève qu'effectivement la société, la société de consommation, la société qui produit, elle a besoin vraiment du mouvement syndical, de gens qui s'engagent pour les autres, de gens qui prennent des risques. Malheureusement, c'est encore trop souvent prendre un risque que de s'engager, que de s'exposer, que ce soit au nom des syndicats ou au nom d'une commission du personnel. Et il faut vraiment valoriser, sécuriser ces parcours parce qu'on a absolument besoin de conditions de travail réglées pour l'ensemble de la société. On l'a vu pendant la crise et on le voit encore maintenant. Alors, pour ce 1er mai, l'USS lance un appel pour un nouveau départ social. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ben ça veut dire que, bon, on espère, on commence à vraiment avoir un bon espoir de sortie du tunnel, c'est-à-dire au fond d'en finir avec cette maladie et cette pandémie. Mais ça laisse des traces. Cette histoire va laisser des traces énormes du point de vue économique et social. Probablement chez nous un peu moins qu'ailleurs, voire sensiblement moins qu'ailleurs. On le sait, on le voit déjà. Dans certains pays, les chutes du PIB ont été nettement plus fortes. Et puis évidemment, plus les pays étaient pauvres, plus les pays étaient déjà dans des situations difficiles, notamment du point de vue du service public de santé, plus la pandémie a été brutale. Pour donner quelques chiffres, juste 2 chiffres, le directeur de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, qu'on a rencontré il y a quelque temps, nous a dit que les services de l'OIT estiment à 255 millions le nombre de places de travail perdues dans le monde. On n'a pas idée de ce que ça peut représenter en conséquences sociales, sanitaires aussi, parce que ces pertes de travail auront aussi des conséquences sur la santé des gens. Et puis rien qu'en Suisse, si on revient à la Suisse, nous sommes aujourd'hui dans une situation où tout le monde a l'air de dire ça ne va pas si mal, mais il y a plus d'un demi-million de familles qui vivent au chômage, qui dépendent du chômage, parce qu'ils sont soit au chômage technique, soit ils sont simplement au chômage. Et c'est probablement plus près de 600 000 personnes. Et ça, c'est inédit. On n'a jamais vécu une chose pareille. On est même monté jusqu'à 1 300 000 ménages qui étaient au chômage technique l'an passé.
Ça a l'air de rien, on dit comme si le chômage technique n'était pas du chômage, mais c'est du chômage, c'est une baisse de 20% du revenu, et c'est surtout l'angoisse de ne pas retrouver sa place de travail si le redémarrage ne se fait pas. Donc dans ce contexte-là, l'État doit déjà maintenant penser à la réouverture et à prendre des mesures, pas aussi fortes, mais quand même d'une grande importance, d'une grande force, pour que ce redémarrage permette de récupérer le plus vite possible de ces dégâts. Quelles sont les priorités pour les syndicats donc en cette période de début de sortie de crise? On va avancer prudemment, mais est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires, des domaines d'action? On a cité quelques pistes immédiates, rapides, qu'il faut assurer. Je commencerai peut-être par les jeunes. Les jeunes ont beaucoup sacrifié pendant cette période de leur jeunesse, de leur vie en société, de leur formation, de leur temps de formation. Ils l'ont fait vraiment de manière exemplaire, par solidarité avec l'ensemble de la société, notamment les plus fragiles d'entre nous. Et maintenant, évidemment, ils risquent de subir au premier chef les conséquences de la crise, notamment la rentrée d'automne va de nouveau être une rentrée où il faudra s'assurer qu'ils aient tous une place d'apprentissage pour ceux qui en ont besoin. Puis pour ceux qui sortiront d'apprentissage, il faut souhaiter que leur première expérience professionnelle, ce ne soit pas le contact avec l'Office régional de placement. Et là, il y a besoin d'une action publique. Si on laisse le marché faire, on court de grands risques de faire subir à cette génération, en plus de ce qu'elle a subi, l'expérience du chômage ou de l'absence de perspective. Donc les jeunes, il faut une politique publique pour les jeunes très vite. C'est possible, certains cantons l'ont fait, ils ont subventionné les entreprises pour que des nouvelles places d'apprentissage soient créées. Il y a des possibilités via l'assurance chômage de donner à chacun une chance d'un premier emploi. C'est une politique publique qu'il faut enclencher. Je dirais encore deux secteurs qui vraiment nous tiennent particulièrement à cœur. Il y a le domaine des soins. Le domaine des soins, c'est très simple. Si on ne comprend pas, enfin, qu'on doit investir pour renforcer la première ligne, le système de santé consomme beaucoup d'argent. La LAMAL paye des sommes astronomiques dans un certain nombre de domaines parce qu'il y a des actes techniques très évolués. On a là des systèmes tarifaires qui sont très injustes. La première ligne est souvent sous-financée. La première ligne, c'est les urgences, ceux qui doivent être là toute heure du jour et de la nuit pour prendre les patients comme ils sont, avec toute leur polymorbidité, toutes leurs difficultés. Cette première ligne, elle est souvent sous-financée par les systèmes tarifaires. Si les cantons ne comprennent pas qu'ils doivent la renforcer, alors à l'automne, puisque tout le monde ne sera pas vacciné, on risque d'avoir de nouveau une vague de contamination, peut-être moins haute, mais qui mettra à nouveau sous stress le système de santé, qui risque à nouveau de provoquer des appels à des fermetures d'activités. Donc même d'un point de vue des forces de droite, des forces patronales, on doit enfin comprendre que renforcer, donner de meilleures conditions de travail, rendre plus attractifs ces métiers, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. C'est une ressource, le système de santé. Ce n'est pas un coût, ce n'est pas une charge. Et donc, ces équipes qui ont vraiment payé de leur personne, qui ont travaillé, fait des heures sup, renoncé aux vacances, elles ont le droit maintenant d'être revalorisées puis qu'on les renforce. Il faut le faire maintenant pour que l'hiver prochain, on soit prêt. Puis dernier point, les secteurs qui ont été fermés ont besoin de politiques de relance. La culture, la gastronomie, le tourisme. Il faudra réinjecter des moyens pour que la population retrouve le chemin de ces activités. Merci beaucoup pour ces 3 points et pour cette intervention. Restez avec nous, Pierre-Yves Maillard. On vous retrouve tout à l'heure. On va maintenant parler Europe et protection des salaires. Je pense que c'est un thème sur lequel vous aurez également des choses à dire. On a beaucoup parlé de l'accord cadre ces derniers temps, notamment après la rencontre, avant et après la rencontre du conseiller fédéral Guy Parmelin avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cet accord cadre, eh bien, c'est un accord institutionnel qui doit régler nos relations avec l'Europe. Les syndicats suisses craignent que les salaires ne soient tirés vers le bas sous l'influence du niveau des salaires européens. Et pour eux, la protection des salaires, justement, et des conditions de travail est une priorité absolue. C'est ce que permettent justement les mesures d'accompagnement. Mais qu'en est-il exactement du côté des syndicats européens? Comment est-ce qu'ils abordent, eux, ces problèmes? Benoît Gaillard a abordé cette question avec Luca Vincentini, le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. Voici leur entretien. Caro compagno, buongiorno. Buongiorno. Grazie per averci concesso un po' del tuo tempo in occasione del 1° maggio. Molto importante per noi mantenerci informati dell'attualità sindacale europea. Se te va, iniziamo subito con la prima domanda. Certo, procediamo.
In questo momento nell'Unione Europea si sta discutendo molto della questione dei salari. La Commissione ha presentato una direttiva in termini molto chiari. Quali sono le possibilità di sviluppo concreto su questo punto degli salari e della protezione contro il dumping? Ma dunque, intanto è già un fatto eccezionale che ci sia una proposta di direttiva sui salari per garantire ad ogni lavoratore e lavoratrice in Europa un salario minimo dignitoso e anche uno sviluppo e un potenziamento della contrattazione collettiva in tutti i paesi. Dico che è già un fatto straordinario perché usciamo da decenni di austerità e di tagli sui salari in tutti i paesi. E come si sa, una delle conseguenze della crisi economica e finanziaria in Europa, come in altre parti del mondo, è stato l'attacco alla contrattazione collettiva, l'attacco ai sistemi di salario minimo e appunto il dumping salariale. Si pensava, diciamo, che ridurre i salari, tagliare i salari, introdurre elementi di competitività basati sul cheap labor, sul lavoro a basso costo, avrebbe permesso all'Europa di uscire dalla crisi economica e finanziaria. Si è visto che è successo esattamente il contrario, cioè c'è stata una crescita economica tutta basata appunto sul dumping che non ha portato vantaggi reali per i lavoratori e le lavoratrici del continente. Quindi la nostra richiesta di avere una politica diversa da parte dell'Unione Europea sulla questione salariale, una richiesta che data indietro di parecchi anni e che abbiamo cercato di porre anche al centro della nostra azione, delle nostre richieste durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo e per la nuova Commissione europea. Questa nostra richiesta è stata accolta, quindi il fatto che la Commissione europea abbia deciso di presentare una proposta di direttiva sul tema dei salari è già un fatto molto importante. Come si sa, è stata una proposta molto combattuta perché ci sono e c'erano, ma ci sono ancora molti paesi dell'Unione Europea, in particolare paradossalmente quelli che sono in una condizione migliore in termini di livelli salariali e anche sviluppo della contrattazione collettiva, che hanno cercato di opporsi alla presentazione di questa direttiva dicendo che volevano salvaguardare il loro sistema e quindi non volevano, diciamo, un provvedimento legislativo, ma soltanto una raccomandazione. Per noi questo non era possibile, abbiamo avuto anche una discussione molto complessa all'interno della nostra compagine di affiliati a livello europeo, ma alla fine la posizione che ha prevalso anche all'interno del movimento sindacale europeo è che c'è bisogno di una direttiva, e la ragione per la quale c'è bisogno di una direttiva è che questo è l'unico modo per spingere i governi dei Paesi membri ad aumentare i salari minimi legali, cioè a far sì che tutti quanti possano avere un salario dignitoso attraverso lo strumento dei salari minimi legali, stabilendo anche diciamo, degli obiettivi di convergenza per i salari minimi in Europa. Ma c'è una seconda ragione per la quale una direttiva è assolutamente fondamentale, cioè il fatto che c'è la necessità non soltanto di incrementare e rafforzare i salari minimi legali, ma soprattutto di rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva settoriale e nazionale. Perché abbiamo visto chiaramente che anche se si aumentano i salari minimi legali, certo si fanno uscire dalla povertà tutti coloro che stanno a livello minimo della scala salariale in ciascun paese, ma non si risolve il problema della convergenza salariale verso l'alto in termini generali. L'unico modo per fare questo è avere contratti collettivi che coprano tutti i lavoratori e le lavoratrici in ciascun paese e che quindi negozino salari più alti per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici. Questa è la vera sfida e per fortuna il testo di direttiva che la Commissione europea ha presentato va in questa direzione. Adesso ovviamente ci sarà da capire se nel dibattito del Parlamento europeo prima di tutto, ma poi anche nel dibattito fra i Paesi membri nel Consiglio, si riuscirà poi a raggiungere un compromesso che permetta di promulgare una direttiva che sia evidentemente ed effettivamente all'altezza di queste aspettative. Ma noi siamo piuttosto fiduciosi e stiamo ovviamente continuando il nostro lavoro in questa direzione. Di fronte alla crisi attuale, i sindacati europei hanno chiesto una ripresa a favore degli interessi dei lavoratori. E da parte sua l'Unione Europea ha deciso l'anno scorso un grande piano di recupero per uscire dalla pandemia. E prima la Commissione aveva proposto il suo Green Deal. È immaginabile, secondo tu, una ripresa europea al servizio del progresso sociale? Non solo immaginabile, ma indispensabile. Questa volta, se non riusciamo a farlo, abbiamo veramente perso tutti quanti, perché abbiamo visto come la ripresa economica che ha fatto seguito alla crisi finanziaria del 2011 non ha portato una
crescita dei posti di lavoro di qualità e stabili e non ha portato ad un miglioramento generale delle condizioni sociali e lavorative nel nostro continente. Al contrario, ha fatto aumentare le diseguaglianze e ha mantenuto purtroppo gli stessi livelli di disoccupazione che c'erano prima. Questa volta dobbiamo riuscire a fare esattamente il contrario, dobbiamo cioè abbandonare le vecchie ricette di austerità e invece costruire una ripresa finalmente sostenibile, dove tutti quanti siano inclusi e che garantisca condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti. Da questo punto di vista noi abbiamo insistito molto intensamente, diciamo, perché nel recovery plan dell'Unione Europea i 3 pilastri fondamentali, cioè green, digital and social, questi 3 elementi vengano diciamo, inseriti come elementi fondamentali della politica per la ripresa economica e la resilienza che l'Unione Europea sta per lanciare. Tra l'altro i Paesi membri hanno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare i loro piani. Noi abbiamo chiesto che questi piani siano veramente basati su quella che noi chiamiamo transizione giusta, cioè fare in modo che la transizione climatica e la transizione digitale non lasciano nessuno indietro, che tutti quanti possano avere delle opportunità positive e anche per coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro vi siano delle offerte di lavoro di qualità negli stessi territori, alle stesse condizioni lavorative. E poi c'è ovviamente la necessità di far sì che la gran massa di investimenti, la quantità le centinaia di miliardi di euro che verranno investiti attraverso questo piano di recovery e resilienza vengano effettivamente impiegati per far crescere i posti di lavoro di qualità. Investimenti per creare occupazione, investimenti per rafforzare il nostro modello sociale europeo, investimenti per garantire la transizione giusta. Questi sono i 3 elementi per noi fondamentali ed è per questo che stiamo insistendo così tanto con la Commissione europea, ma anche con i governi nei Paesi membri e diciamo che il dialogo sociale deve essere al centro di questo piano per la ripresa economica. Bisogna cioè che i piani nazionali vengano discussi con le parti sociali e vengano concordate delle misure che vadano nella giusta direzione. Quello che stiamo facendo da mesi, ma che esattamente in questi giorni diciamo, sta entrando proprio nel vivo della discussione a livello nazionale, proprio perché i Paesi membri, i governi devono presentare i loro piani entro la fine di questa settimana. Grazie. Infine, le disuguaglianze salariali tra donne e uomini sono centro del dibattito in Svizzera. Qual è la situazione in Europa? Su questo punto c'è da aspettarsi qualcosa dalle intenzioni di Ursula von der Leyen e della sua Commissione? Quali sono le richieste sindacali? Ma la situazione in Europa dal punto di vista delle disparità e delle diseguaglianze salariali, ma anche nelle condizioni di lavoro in termini di discriminazione, non è positiva. Purtroppo sono pochissimi i paesi dove il gap salariale e le discriminazioni sono state ridotte in maniera adeguata ed è per questo che tra l'altro questo dovrebbe essere anche uno degli elementi di convergenza possibile per il futuro all'interno del piano d'azione per l'implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che tra l'altro deve essere appunto approvato nel Summit sociale di Porto la prossima settimana, ma nel frattempo c'è anche un'importante iniziativa legislativa che l'Unione Europea ha presentato poche settimane fa, quella per la trasparenza salariale, che è uno strumento fondamentale per eliminare le differenze di genere per quel che riguarda appunto le retribuzioni, cioè rendere evidenti queste differenze è il primo passo attraverso appunto la trasparenza e l'obbligo per le imprese di pubblicare quali sono i salari per le varie categorie di lavoratori e lavoratrici e di confrontare quindi le differenze salariali che ci sono tra uomini e donne sui posti di lavoro è un primo passo fondamentale per iniziare il percorso che porterà alla risoluzione di questi problemi. Ovviamente la trasparenza non è sufficiente ed è per questa ragione che noi abbiamo chiesto che in questa direttiva, oltre agli obblighi di trasparenza, vengano previsti anche obblighi di sviluppare contrattazione e di adeguare i salari minimi in maniera tale che questi gap salariali tra uomini e donne vengano progressivamente risolti. E come dicevo, non è persino soltanto un problema di gap salariali, c'è un problema proprio di discriminazione complessiva delle donne rispetto agli uomini sui posti di lavoro, nella società, e quindi c'è bisogno di un insieme di misure che accanto a questa direttiva sulla trasparenza salariale possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Per questo riteniamo che la parità di genere come uno degli obiettivi fondamentali del piano di azione per il pilastro sociale debba portare poi all'adozione di una serie di misure legislative e anche non legislative sia da parte dell'Unione Europea che da parte degli Stati membri. Noi pensiamo che questa sia una battaglia fondamentale di civiltà all'interno del mercato del lavoro, del mondo del lavoro, per eliminare le diseguaglianze e dare a tutti le medesime opportunità. Tra l'altro le donne, insieme ai giovani, sono stati tra le categorie più colpite
dall'emergenza Covid, sono state le persone che hanno avuto maggiori danni dal punto di vista dei loro salari, delle loro condizioni di lavoro, tra coloro che hanno perso il posto di lavoro in maniera più massiccia, e quindi c'è proprio la necessità di intervenire in questo ambito per riparare questi disastri che sono stati creati nel tempo. Caro compagno, è stato un piacere discutere con te. Grazie mille e tantissimi auguri in vista delle molte battaglie che ci attendono tutti nei prossimi tempi. Grazie. Grazie mille, altrettanto a te e anche a voi. Buon lavoro e buon 1° maggio. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Nous étions avec Luca Vincentini qui répondait à Benoît Gaillard. Luca Vincentini, donc le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. Pierre-Yves Maillard, qu'est-ce que ça vous inspire ce qu'on vient d'entendre? On se demande finalement, est-ce qu'on verrait un jour l'Europe sociale dont on rêvait au début de la construction européenne? Ben, évidemment, c'était un espoir et ça doit redevenir un espoir parce que la question, c'était vraiment comment, au fond, créer cette Europe de l'investissement, cette Europe du service public, cette Europe de la convergence vers le haut. C'est ce que dit Luca Vincentini très bien. L'idée d'origine, c'était de tirer les économies moins développées, moins fortes, vers le haut. Il y avait notamment des plans structurels d'investissement pour amener ces pays avant l'adhésion à un niveau de développement qui soit compatible pour qu'ensuite on puisse élargir, ouvrir les frontières. Malheureusement, ces dernières années, ces 2 dernières décennies, on va dire, la logique d'intégration était plutôt vers l'approfondissement des mécanismes de marché. Et on le voit dans un certain nombre de jugements qui ont eu lieu sur la question des salaires, par exemple. Au fond, l'avocat général à la Cour européenne de justice qui plaide décrit très bien la difficulté de sa tâche. Il dit, mais d'un côté, j'ai des économies qui veulent accéder aux économies plus prospères et qui veulent faire jouer leur avantage compétitif, c'est-à-dire leur prix plus bas. Et le prix plus bas, c'est lié évidemment à des salaires plus bas. Donc il doit tenir compte de ces économies qui veulent conquérir, se développer par cet avantage compétitif. Et puis, il y a évidemment les pays qui ont des salaires plus hauts, qui essayent de se protéger en invoquant notamment la lutte contre le dumping social. Et malheureusement, il y a eu des arbitrages. On a considéré qu'une dose de dégradation des protections dans les pays qui avaient les salaires les plus hauts était au fond inévitable pour que cette convergence se fasse. Et ça, évidemment, ça a posé dans un certain nombre de pays d'immenses difficultés sociales, à commencer par l'Allemagne, mais pas seulement. L'Angleterre a aussi subi cette érosion. Et donc, le passage maintenant à une stratégie d'intégration qui passe par la convergence vers le haut, tirer vers le haut les conditions de travail de ceux qui ont des conditions de revenus plus difficiles, mais pas seulement pour le minimum. Luca Vincentini le dit très bien, ça doit concerner l'ensemble des catégories salariales parce que le dumping salarial crée aussi des difficultés quand il touche des gens qui ont 10, 20, 30 ans de carrière, qui ont des qualifications, qui se voient mis en concurrence de manière injuste. Donc c'est cet enjeu-là qui est face à l'Europe que nous, on a essayé de régler tant bien que mal au plan suisse. On a eu des réussites, c'est loin d'être parfait. Et c'est évidemment, on espère bien que l'ensemble du continent va retrouver ou va enfin initier un chemin de convergence vers le haut. On revient en Suisse où la mobilisation syndicale s'organise un peu partout, déjà ce matin, en ce début d'après-midi également. Dans le canton de Neuchâtel, 3 défilés ont lieu à Fleurier, à Neuchâtel même et puis au Locle, sous le signe de la convergence des luttes pour un avenir meilleur et pour un nouveau départ social. Au Locle, où nous rejoignons maintenant Catherine Jacquel. Bonjour Catherine. Bonjour. Je vous présente brièvement, vous êtes infirmière depuis bientôt 40 ans, vous êtes membre du SSP et vous venez de rejoindre le cortège du 1er mai. Comment ça se passe sur place? On voit qu'il ne fait pas très très beau. La pluie tombe bien depuis hier, ce qui limite un peu les forces, mais il y a quand même une centaine de personnes qui sont présentes là devant l'hôtel de ville. Alors bravo à vous et à ceux qui sont avec vous pour être mobilisés malgré tout aujourd'hui, malgré la pandémie aussi, avec ces mesures qui nous imposent d'être bien sûr à distance les uns des autres. Alors je le disais, vous travaillez dans le secteur des soins. Comment est-ce que ça s'est passé la pandémie pour vous et vos collègues? Voilà, alors moi je dois quand même dire que je n'ai pas été en toute première ligne parce qu'étant considérée comme une personne vulnérable, j'ai eu la chance que ma hiérarchie arrive à trouver des permutations avec d'autres collègues. Et puis voilà, malgré tout, ça a été une période un petit peu compliquée où tout allait
Tout devait se réorganiser un petit peu tous les jours. Ça a demandé quand même pas mal d'efforts de chacun. Ça a demandé beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'implication. Et bien sûr, la confrontation aux questions, aux doutes, etc. Et beaucoup de malades, d'après ce que vous me disiez quand on a discuté pour préparer cette émission. Alors, nous avons eu beaucoup de patients hospitalisés Covid pendant la deuxième vague surtout, et il y a eu aussi beaucoup de collègues atteints, je pense entre 60 et 70% de gens au bas mot ont été touchés, Qu'est-ce que vous malgré les précautions. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Catherine, avec vos collègues du personnel de santé? De quoi est-ce que le personnel de santé a le plus besoin, au fond? Alors, ce qui est clairement ressorti, même si les gens se sont peu mobilisés en masse, c'est une reconnaissance de nos compétences, une reconnaissance de notre implication, qui a été, somme toute, un petit peu escamotée. Et puis, on voit bien que dès que le soufflet de l'urgence retombe, ça passe au deuxième ou au troisième plan. Et vraiment, c'est ce qui manque, en fait. En plus de conditions de travail qui permettraient, bien sûr, d'être un petit peu plus adéquats, plus proches des gens et dans des meilleures conditions pour tout le monde. Une toute dernière question, Catherine, avant de vous laisser aller rejoindre le cortège. Je le disais, vous avez une longue carrière dans les soins derrière vous. Le camp bourgeois aimerait, on en parle beaucoup en ce moment, relever l'âge de la retraite des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Alors moi, personnellement, j'y suis complètement opposée. Parce que il y a une inégalité qui persiste et puis c'est bien sûr pas la première mesure à mon sens à faire. Après, on peut toujours discuter de l'adéquation des chiffres qui sont mis en avant. Et puis, surtout, moi, je pense qu'il faudrait pas aller vers un abaissement de l'âge de la retraite, mais en tout cas un aménagement des fins de carrière qui sont aussi très peu valorisées. Merci beaucoup, Catherine Jacquel. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct du LOCL et puis on vous souhaite un excellent défilé et une joyeuse fête du travail pour ce 1er mai. Très brièvement, peut-être, Pierre-Yves Maillard, une réaction à ce qu'on vient de voir et à ce que vient de nous expliquer Catherine, surtout sur sa manière de vivre la crise et ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour ce secteur des soins. Bon, voilà, ce témoignage est très parlant. Il montre qu'on a vraiment besoin de renforcer les équipes de première ligne. Pour moi, c'est vraiment ça la clé de l'avenir dans le système de santé. Tous nos systèmes de tarifs ont mis les hôpitaux, les EMS, les soins à domicile, dans une logique de flux tendu. C'est-à-dire que quand un lit est vide, soit on le remplit, soit on le ferme. Et on a vu pendant la crise, on le savait déjà pendant les hivers de grave grippe, qu'au fond, cette logique-là, cette logique de financement-là, elle a pour effet de mettre sous pression les personnels quand il y a un pic d'activité, parce que les équipes sont là, elles doivent tout faire. Et donc, il faut que les cantons continuent de subventionner leur système de santé pour lui permettre d'avoir quelques réserves de capacité. Puis pour la retraite des femmes, je peux qu'être d'accord avec notre militante, notre collègue, parce que quand on voit les efforts fournis, c'est vraiment extrêmement injuste que de dégrader les prestations pour les femmes. Alors voilà, on a évoqué le commerce de détail, on a évoqué le secteur des soins. Il y a un autre secteur qui est très fortement mis à contribution pendant cette pandémie, pendant cette crise, avec aussi des salaires très bas, aussi des conditions de travail très pénibles. Eh bien, c'est le secteur de la logistique. À l'occasion de ce 1er mai, les chauffeurs de DPD sont rassemblés à Berne aujourd'hui, dans le respect des normes sanitaires, évidemment, mais il y a cette assemblée des chauffeurs à Berne. DPD, c'est cette entreprise de livraison de colis qui a vu son activité augmenter de 35% donc pendant la pandémie, parce qu'il y avait cette demande de commerce en ligne, de livraison de colis indispensable. Mais c'est aussi, DPD, l'un des conflits sociaux les plus brûlants du moment, puisque les chauffeurs, les chauffeuses sont mobilisés notamment à travers une lettre ouverte à la direction. On va en parler tout à l'heure avec le responsable de la logistique chez Unia. Mais Pierre-Yves Maillard, je vous mets à nouveau à contribution. 2 mots sur cette économie de plateforme, parce qu'au fond, c'est ça qui est en cause. On a là des chauffeurs, des chauffeuses qui sont employés quasiment sans garde-fou, sans cadre social aucun. Oui, le mécanisme, donc, c'est une entreprise qui s'annonce, qui obtient le droit de livrer des colis. Il faut savoir que ce droit, il a une histoire, puisqu'avant, le transport des lettres et des colis était un monopole.
avec des employés qui étaient des employés de la Confédération, qui avaient un statut. On estimait que c'est très important d'avoir un statut solide pour la confiance, la stabilité de la prestation. Et puis, dans cette espèce d'hystérie libérale, de vouloir mettre la concurrence partout, on a dit « Ah, ça va être beaucoup mieux quand on mettra en concurrence tous les services publics ». Eh bien, la livraison de colis, elle a été mise en concurrence. Et puis, on nous a fait de très belles promesses. On nous a dit « Ah, mais vous savez, ce ne sera pas une concurrence sur les conditions de travail. Alors, ce sera sur, on ne savait pas trop sur quoi, parce que un réseau de distribution, c'est un réseau de distribution. Mais on nous a dit non, l'innovation va venir, etc. Et on a vu ce que c'est l'innovation avec DPD, une entreprise qui, au fond, a une sorte de fiction, qui obtient le droit de livrer des colis, puis qui sous-traite ensuite à des dizaines d'entreprises. Et dans cette sous-traitance, les conditions de travail que la loi fixe, c'est-à-dire on avait mis dans la loi qu'il ne fallait pas de dumping de conditions de travail dans le transport des colis, ce dumping, il a lieu parce que l'entreprise DPD qui obtient le droit de délivrer sous-traite l'acte réel de livraison à des entreprises qui, elles, ne sont pas soumises au CCT, pas soumises aux règles, dans l'illégalité, selon moi. Et en plus de ça, qui vont même au-delà, c'est-à-dire qu'elles ne payent même pas toutes les heures de travail qui sont fournies. Une bonne partie des heures que ces chauffeurs fournissent sont simplement pas payées, oubliées. C'est vraiment une trahison des engagements. Et là, il n'y a pas seulement DPD qui est en cause, il y a aussi le Conseil fédéral, l'Office de régulation du secteur qui doivent vraiment maintenant décider de respecter les engagements. Eh bien, on va les rejoindre, ces chauffeuses et ces chauffeurs qui sont en assemblée, je le disais, à Berne aujourd'hui, avec Roman Kunzler, qui est le responsable de la logistique pour le syndicat UNIA. Je sais que la liaison est un tout petit peu fragile. Peut-être qu'on devra s'interrompre et retrouver Roman ensuite. Est-ce que vous m'entendez, Roman? Bonjour. Oui, salut Virginie, Ok, je t'entends bien, merci. Ça a l'air de marcher, parfait. Expliquez-nous, Roman, ce qui se passe aujourd'hui à Berne avec les chauffeurs DPD. Alors, tu peux répéter, là, ça a coupé. Désolé. Oui, pas de problème. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? On voit qu'il y a du monde derrière vous, des drapeaux uniens. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui à Berne? Oui, non, on a réuni une partie de nos comités, des membres actifs chez DPD. D'ailleurs, on doit saluer ceux qui ont été appelés ce matin, le 1er mai, à venir travailler. Comme par exemple ici à Berne, beaucoup de chauffeurs ont été appelés de travailler sans que toujours les heures supplémentaires soient payées. Donc, avec le reste, vu qu'on ne peut pas se joindre à une manifestation, on est à l'abri ici, chez UNIA, et puis on mange ensemble et on planifie la suite. Quelles sont les revendications principales de ces chauffeurs aujourd'hui? Alors, il est étonnant, n'est-ce pas? C'est ce 1er mai, ça a été déjà discuté avant. 1886, lors le mouvement ouvrier nord-américain appelé à une grève générale pour demander les 8 heures de travail pour mettre fin aux 12 heures de travail en vigueur à l'époque. Aujourd'hui, en 2021, on revient à la même situation. Les chauffeurs sont demandés de travailler 12 heures par jour, sont pas payés pour leurs heures supplémentaires. Et leurs principales demandes, revendications sont bien évidemment le respect des lois, tout simplement. Les lois ne sont pas respectées. Et de la dignité aussi du travail des travailleurs, de respecter le syndicat et l'organisation démocratique que sont en train de faire les chauffeurs. Et aussi que ce système DPD se transforme en un système qui est digne pour le travail, qui respecte le contrat social qu'on a dans ce pays. Roman Kunzler, ces chauffeurs et ces chauffeuses ont mené diverses actions depuis plusieurs semaines. Est-ce que, soutenues par UNIA, est-ce que vous pouvez nous retracer, nous raconter ce qui a été fait jusqu'à présent dans le cadre de ce conflit? Alors, les chauffeurs ont été très disposés de commencer à s'organiser, de ne plus accepter le status quo. Déjà, fin de l'année passée, on a mené des interviews avec 200 chauffeurs. Une grande partie a rejoint UNIA, a donné mandat à nous et a demandé à l'entreprise des négociations pour s'attaquer aux problèmes évidents qu'il y a. Donc, au refus de l'entreprise avoir des négociations avec leurs chauffeurs et le syndicat. Il y a plusieurs actions qui ont été menées, publiques, dans les dépôts.
les chauffeurs se sont organisés par dépôt dans des comités de travailleurs et aussi un très fort comité national qui s'appelle Respect et DPD et qui décide en fur et à mesure des actions qui sont prises. Un dernier mot, Roman Künzler, sur les réactions de la direction. Est-ce que ça bouge de ce côté-là? Alors, la direction, c'est vraiment c'est étonnant. Hein. C'est rarement qu'on voit une entreprise, il faut rappeler, qui appartient en plus à l'État français. Il y a des violations aussi claires, le refus total établir un rapport avec les syndicats, avec les travailleurs, dans une sorte de partenariat social. Pour le moment, il y a refus total. Il y a juste une stratégie de faire semblant comme rien n'était et clairement une stratégie antisyndicale. Il y a des menaces des travailleurs qui rejoignent le mouvement. Il y a toujours le discours que le syndicat UNIA maintenant n'appartient pas à cette branche ou dans cette entreprise, que c'est juste une campagne, etc. Donc, tous les arguments qu'on connaît du union busting ou de la politique antisyndicale qui est mise en place par des bureaux d'avocats à Zurich et qui est bien évidemment très, très regrettable et qui le rend très difficile à ces travailleurs extrêmement précaires. Souvent, c'est leur premier boulot ici en Suisse de faire front à cette machine. Et je le dis encore une fois, qui appartient à l'État français. Et bon, c'est vraiment incroyable qu'on est arrivé là en 2021. Merci beaucoup, Roman Künzler. On vous souhaite donc un 1er mai combatif, mobilisé et solidaire avec ces chauffeuses et ces chauffeurs. Merci de nous avoir fait vivre ces moments de mobilisation. Si je parle maintenant à celles et ceux qui nous regardent, vous souhaitez soutenir le combat de ces chauffeuses et chauffeurs DPD, vous avez la possibilité de signer une lettre ouverte qu'on trouve sur le site d'UNIA, unia.ch. Nous ouvrons maintenant une page politique dans cette émission. Cédric Wermuth, vous êtes coprésident du Parti socialiste suisse et conseiller national. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Ce 1er mai, je le disais tout à l'heure, ce 1er mai 2021 a pour slogan « Pour un nouveau départ social ». On a vu ce qu'au niveau syndical, ça pouvait signifier. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez au niveau politique, qu'est-ce que ça pourrait signifier également. Merci d'abord pour l'invitation d'être aujourd'hui avec vous. C'est déjà mieux que l'année passée, bien que ce n'est pas encore le 1er mai, comme on le connaît. Un nouveau départ social. Moi, je pense que c'est important qu'on fait une petite nuance. Le Covid n'a pas changé les relations dans notre société, mais il a montré la différence et il a montré les inégalités qu'on avait déjà avant. Mais on a vu maintenant vraiment la précarité dans ce pays. On a vu que le bien-être et tout ce que nous avons construit, c'est sur une base très, très fragile. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une concentration incroyable des richesses du pouvoir économique dans ce pays dans les 15-20 années passées. Et pour moi, un nouveau départ social, c'est vraiment de poser la question aussi du pouvoir dans ce pays. De poser la question, est-ce que c'est correct qu'on a 4 entreprises, 4 monopolistes de l'industrie pharmaceutique qui décident, eux, qui reçoit la vaccination et à quel prix ? Non. Un nouveau départ social, ça signifie investissement dans l'État social, ça signifie investissement dans le care, ça signifie investissement contre la crise climatique et une démocratisation réelle, pas par pas, par l'élaboration d'un concept nouveau pour le service public. En gros, c'est ce qu'on essaie de faire, bien sachant qu'avec la majorité actuelle au Parlement, ça prendra quelques temps. Comment est-ce qu'on peut faire politiquement pour éviter que les plus précaires ne se précarisent encore davantage, que les plus pauvres ne s'appauvrissent ? On parlait à l'instant avec Roman Künzler à Berne de ce statut des chauffeurs de la logistique, des PD particulièrement, mais voilà typiquement une catégorie socio-professionnelle extrêmement précaire et encore plus défavorisée par la crise. Alors là, il faut être tout à fait honnête, comme étant membre du Parlement, mais je dis toujours ça
aux membres du PS suisse aussi. D'abord, c'est vraiment le travail des syndicats. Ce n'est pas que nous ne voulons pas faire notre travail au Parlement, mais c'est une question de rapport de force direct dans la société. J'appelle à toutes et tous qui nous regardent, soyez membres du PS ou des Verts ou je ne sais pas, n'importe quelle organisation politique de la gauche, il faut être aussi membre d'un syndicat. Il faut soutenir les combats directs parce que ça sera seulement la force dans les syndicats, dans la société, qui nous permettra de changer les lois après au niveau parlementaire. Le niveau parlementaire, c'est seulement le deuxième niveau. On va essayer d'aller dans cette direction. On a vu très bien maintenant avec le débat aussi en Europe qu'on a un nouveau mouvement pour une régulation des salaires, qu'on a une fenêtre, je pense, qui s'ouvre les prochaines années et on va essayer de l'utiliser. Je pense que la gauche doit devenir un peu plus la force de proposition. Il faut oser de proposition aussi par la voie de l'initiative populaire, peut-être un changement social dans ce pays. Pourquoi pas reposer la question de la sécurité sociale de tout ce qu'on a vu, qui ne sont pas protégés aujourd'hui pendant cette crise du Covid. Le PS, Cédric Wermuth, a été beaucoup au front pendant la crise. Qu'est-ce qu'il propose maintenant? Alors, il propose maintenant un programme d'investissement. D'abord, nous avons choisi le chiffre de 60 milliards. Il ne tombe pas du ciel, mais pour dire, ça serait environ 10% de notre BIP intérieur, où on pourra élaborer exactement cette logique du service public. Dans la santé, dans la logistique, pour la poste, pour un renouvellement réel de notre économie, qui n'est plus tout à fait seulement dominée par une logique du profit d'abord, mais vraiment des besoins d'abord. Et là, on a toute une série de choses à faire, notamment évidemment dans la bataille contre le réchauffement climatique. Quelles sont les grandes batailles politiques à venir cette année, en toute admettant que le 1er mai marque le début d'une année syndicale et politique? C'est évident, si je devrais choisir un, ça serait l'AVS. On va avoir la grande bataille sur l'avenir de notre protection sociale, sur les rentes. Pas seulement l'AVS, mais aussi le deuxième pilier. On a eu un développement très très difficile les années passées. Il faut renverser tout un discours de la droite qui essaie de nous imposer vraiment un programme d'austérité pour les rentes, qui essaie de faire payer la crise aux travailleurs, aux travailleuses dans ce pays. On va probablement, ou assez grande chance, qu'on va être obligé d'aller dans des combats référendaires, mais on va le faire pour protéger les salaires et les rentes dans ce pays. Voilà, la Commission de sécurité sociale et de santé a décidé hier proposé un relèvement de la retraite des femmes avec des compensations totalement dérisoires. On en parlait hier dans l'actualité. Une veille de 1er mai, ça pourrait presque passer pour une provocation. Comment est-ce que vous réagissez à ça? C'est une provocation claire, pas à cause du 1er mai. Mais la droite, elle a très bien compris que le Covid, il ouvre une nouvelle fenêtre, disons, de combat politique. Ils ont compris qu'ils étaient obligés de mettre en avant le programme d'austérité parce que sinon, il y a la logique de la solidarité qui passe. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. C'est exactement le combat qu'ils sont en train de mener, payé par les assurances privées qui veulent nous vendre, les troisième piliers surtout. Et ça, il faut contrer de la gauche. D'abord, on va voir ce combat contre cette réforme, si elle continue dans cette logique, et si elle aboutit pas, si on arrive de la bloquer, ça sera à la gauche de faire de nouvelles propositions. Pourquoi pas aller dans une direction d'une pension populaire, d'une caisse populaire, pour renforcer réellement l'AVS. On aura l'initiative de l'USS qui sera traitée prochainement. Ça pourrait être un prochain pas pour sortir de la crise. En tout cas, on entendait tout à l'heure avec Catherine, cette infirmière du Locle, que les femmes ne sont pas prêtes à avoir l'âge de leur retraite augmenté. Finalement, on a là une vision peut-être un petit peu sombre de cette après-crise. Est-ce que finalement, cette crise du Covid n'aura rien changé? Est-ce qu'on vit toujours dans le même monde qu'avant, d'après vous? C'est à nous de décider. Je pense que comment est-ce que le Covid va être vu dans 10 années? Ça sera à nous, dans les prochains mois, de décider ça. Est-ce qu'on arrive d'ouvrir un nouveau chapitre dans ce pays? On a les combats pour la question sociale qui sont mis en avance. Moi, je suis assez positif, honnêtement. Si je vois les manifestations, les grèves des femmes, les grèves du climat, le mouvement syndical se relancer offensivement dans ces débats, je suis très, très positif. Il y a une vraie chance pour changer ce pays pour la première fois que je fais de la politique les 20 ans dépassés. C'est vrai que c'est votre 1er mai en tant que coprésident du Parti socialiste. Cédric Wermuth, comment est-ce que vous allez le vivre? Quel est votre programme aujourd'hui? Alors, malheureusement,
malheureusement, c'est déjà presque terminé en ce qui concerne la présence. Tout le reste se fera par Zoom et par Internet. C'est super dommage, mais en tout cas, c'est déjà mieux que l'année passée où j'ai vécu tout un 1er mai tout seul dans mon bureau. Ça, c'est vraiment pas le 1er mai comme on le connaît. Oui, alors cette année, on a pu voir à travers les différents coups de fil et coups de sonde qu'on a pu passer sur le terrain qu'il se passait des choses un peu partout en Suisse romande. Il y a également un rassemblement qui est en cours près du CHUV à Lausanne, avec une manifestation qui va démarrer à 15h. On aurait dû bientôt rejoindre une syndicaliste française pour évoquer la question de la libéralisation du marché de l'électricité en France. C'est ce qu'on appelle le projet Hercule. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Cédric Vermouth. Quel est votre point de vue sur cette question-là? On y est déjà passé à cette libéralisation ici en Suisse, mais ce dont on parle ici, c'est notamment la privatisation de la Poste avec PostFinance. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Alors pour nous, c'est clair. Si nous voulons aller dans une direction d'une société qui développe un programme contre le réchauffement climatique, un élargissement du service public, si nous pensons que dans l'avenir, les services financiers doivent faire partie du service public, il faut avoir une possibilité, un accès, ou c'est la possibilité d'un État qui investit, qui décide démocratiquement dans quelle direction nous voulons aller comme société. C'est absolument décisif qu'on a une PostFinance qui reste dans la main de l'État, on a un financement de la Poste qui fonctionne. On va déjà annoncé, on ne va jamais accepter comme PS Suisse la privatisation de PostFinance dans le cas où on va lancer le référendum. Mais là, on a même toute une série de partis du centre et du droite qui nous soutiennent, notamment ceux qui viennent des régions périphériques dans ce pays. Ils savent très très bien ce que ça signifierait. Merci beaucoup Cédric Vermouth, coprésident du Parti socialiste suisse. Très bonne fête du travail à vous. Merci. On part maintenant à Paris. Je vous le disais, en France, on parle beaucoup en ce moment du projet Hercule. Et Marie-Claire Cailleteau est avec nous, secrétaire confédérale de la CGT, responsable de l'industrie depuis Paris. Donc bonjour Marie-Claire Cailleteau. Bonjour. Il y a un petit peu de bruit derrière vous, mais on vous entend très très bien quand même. J'explique en 2 mots ce que c'est que ce projet Hercule pour le public suisse. C'est un projet qui pourrait se traduire par la division d'EDF, donc Électricité de France, en 3 entités. Une entreprise publique qui chapeauterait les centrales nucléaires et le réseau de transport. Une autre entité qui réunirait les activités commerciales, la distribution d'électricité et les énergies renouvelables, qui serait cotée en bourse d'ailleurs. Et puis une 3e entité qui coifferait les barrages hydroélectriques. Alors, Marie-Pierre Cailleteau, la CGT s'oppose farouchement à ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord pourquoi ? Oui, tout d'abord, merci de votre invitation. Il y a effectivement un peu de bruit parce que je suis en direct de la manifestation du 1er mai où on est vraiment très très nombreux. Alors sur Hercule, vous avez dit que la CGT s'opposait à ce projet, bien entendu, mais c'est pas la seule. Il y a en ce moment au niveau de la France une intersyndicale et toutes les organisations syndicales représentatives s'opposent fortement à ce projet parce qu'in fine, qu'est-ce que c'est l'objectif de ce projet? L'objectif, c'est de finir de casser le service public, j'allais dire en France et en Europe, puisque depuis les lois de libéralisation de 2000, où on avait en France 2 entreprises, EDF et GDF, nationalisées pour l'électricité et pour le gaz, eh bien l'Europe, aidée en ça par les gouvernements français qui ont appliqué les directives sans rechigner, l'Europe n'a eu de cesse de vouloir casser ces 2 entreprises au prétexte que comme elles étaient trop performantes, eh bien elles ne permettaient pas la concurrence soi-disant libre et non faussée de s'exprimer. Donc l'argument de dire, par exemple pour EDF, eh bien il produit une électricité qui a trop bas coût pour que le marché fonctionne, il est quand même assez extraordinaire. Et ça a conduit, par exemple, à des situations ubuesques, telles le mécanisme de l'AREN, qui est un mécanisme qui oblige EDF à vendre un quart de sa production électronucléaire à un prix coûtant à ses concurrents. Donc vous voyez que c'est une situation où on marche sur la tête, mais l'objectif au fond de l'Europe, c'est de dire il faut plus qu'il y ait de services publics en France parce que si on veut complètement déréglementer le marché de l'énergie, eh bien c'est effectivement un verrou. Alors c'est un véritable problème parce que nous on considère que l'énergie c'est un bien particulier. C'est-à-dire que c'est un bien, c'est fait partie des biens communs. Vous savez, en France, il y a 13 millions de précaires énergétiques. C'est un chiffre qui est en augmentation. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 150 millions en Europe. En plus, la France est un pays qui s'est énormément désindustrialisé. On a divisé la part de l'industrie dans le PIB par 2.
En 50 ans, on est passé de 24% à 12%, on a perdu 2 millions d'emplois. On a vu que cette forte désindustrialisation nous rendait complètement dépendants des chaînes de valeur internationales, puisqu'on a été incapable de fabriquer des masques, des tests, des vaccins. Les vaccins au pays de Pasteur, c'est quand même sacrément un symbole. Donc, si on veut retrouver une certaine indépendance et réindustrialiser le pays, on va avoir besoin d'énergie et en particulier d'électricité qui n'émet pas de CO2. Donc, ça veut dire un mix énergétique respectueux de l'environnement et qui permette d'avoir des emplois de qualité stable et bien payés. Donc, c'est vraiment un combat, j'allais dire, pas uniquement des énergéticiens, mais c'est un combat du service public, c'est un combat de l'intérêt général et c'est en ça qu'il faut que tout le monde se mette dans ce combat-là et je pense que c'est aussi en train de se passer ici. Et on voit effectivement derrière vous, Marie-Pierre Cailleteau, beaucoup de monde. On devine des gros moyens déployés. Vu depuis la Suisse, en tout cas, c'est un tout petit peu surprenant dans le contexte actuel. Vous savez, on a toujours pu manifester. Hein. Nous, on avait, c'est constitutionnel, le droit de manifester. Donc, bon, là j'ai enlevé mon masque, mais juste pour que vous m'entendiez mieux pour l'interview. Mais sinon, bon, je peux pas vous montrer, mais tous les gens sont masqués sur la manifestation. Voilà, on essaye autant que possible de respecter les gestes barrières et on est en extérieur. Hein. Je rappelle qu'on peut, depuis le début de la pandémie, prendre le métro en France. On peut aller au travail pour le travail qui ne peut pas se faire à distance. Donc, je pense que manifester en extérieur avec des masques et en étant effectivement bien prudent, parce que l'idée, c'est bien évidemment pas de propager ce virus, mais il me semble que c'est tout à fait nécessaire parce que depuis ce début de pandémie, il y a d'une part les grands groupes qui en ont profité pour continuer à délocaliser leur production et des groupes qui n'ont pas souffert du tout de la crise. Je pense à des groupes comme Sanofi dans le médicament ou Nokia dans les télécoms qui continuent à faire des plans de licenciement de 1000 à 1200 chacun, ingénieurs et chercheurs, alors qu'on a besoin de médicaments et qu'on a besoin de recherche sur les télécoms. Et puis, on a un gouvernement qui est devenu complètement autoritaire, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui décide tout seul, sans même consulter le Parlement, des mesures à prendre pour tout un pays. Vous vous rendez compte, on est suspendu à attendre le jeudi soir ce que le président, qu'on surnomme Jupiter, va nous dire pour les 3 semaines à venir. Même son entourage ne le connaît pas. Donc c'est vraiment une dérive antidémocratique qui est très très inquiétante et il est largement temps que nous réagissions. Et c'est pour ça que cette manifestation aujourd'hui, comme il y en a dans tout le pays, hein, et qui ont déjà eu des très gros succès, puisqu'il y en a beaucoup qui ont eu lieu ce matin, est extrêmement importante dans ce contexte. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir une telle mobilisation, Marie-Claire Cailleteau. Quels seront les grands thèmes pour cette année sur le plan du combat syndical en France pour la CGT ? Écoutez, il y a beaucoup le thème principal, nous, c'est l'emploi. C'est vraiment la question de l'emploi. Et donc, pour ça, il faut qu'on crée des emplois. Ça veut dire qu'il faut qu'on réindustrialise le pays. Ça, c'est central. Il y a bien sûr la question de l'assurance chômage. C'est une ineptie de vouloir continuer à passer ce projet alors qu'on voit bien que s'il était passé bien avant, il y aurait des gens qui seraient encore plus pauvres que ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui vont à la soupe populaire. Donc c'est la question de l'emploi pour les femmes, pour les jeunes, pour les plus précaires. C'est la question de l'augmentation des salaires, du SMIC. C'est la question des services publics. Il voit bien qu'il faut qu'on développe le service public de la santé, de la culture, de l'éducation. Voilà, donc ça, les thèmes, ils ne manquent pas et on va s'atteler à faire en sorte que les salariés s'en emparent de plus en plus nombreux. Merci beaucoup Marie-Claire Cailleteau d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. On vous souhaite un très bon défilé. Merci et merci à vous encore pour cette invitation. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous arrivons ainsi au terme de cette heure d'émission sur le thème du 1er mai sous ce slogan pour un nouveau départ social. On a essayé d'apporter quelques éléments autour de cette problématique, de donner des coups de sonde aussi en France comme on vient de le faire, en Europe, dans les régions de Suisse où la mobilisation a été là malgré tout. Cette émission a été préparée par Benoît Gaillard et le service communication de l'USS. Il faut que je vous donne également le nom des gens qui ont contribué à la technique sans qui il n'y aurait eu absolument rien du tout aujourd'hui. C'est Stéphane Merki
et Cédric Schrantz. Merci à eux. Merci également à Thomas Fasterman et Mathias Preiser, donc de l'USS. Merci à vous aussi, bien sûr, de vous être mobilisés à l'occasion de ce 1er mai en suivant ce programme. Vous pouvez encore le faire d'une autre manière. Là, vous l'avez fait de manière virtuelle. Eh bien, vous pouvez peut-être le faire maintenant de manière réelle en rejoignant un cortège dans votre région ou une action près de chez vous. C'est sûr, c'est notre union et c'est notre nombre qui fait notre force pour défendre ce nouveau départ social. Très bon après-midi à toutes et à tous. Merci.